Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 10 mai 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Séance compliquée hier pour les marchés, notamment à Wall Street, où on a eu un bon plongeon sur certaines valeurs qui ont perdu notamment plus de 20%, notamment les valeurs un peu liées aux crypto-monnaies. Je pense à Coinbase, je pense à MicroStrategy. Bref, une ambiance assez lourde toujours sur les marchés, euh, dans un contexte finalement de préoccupation liée à la hausse des rendements obligataires, des inquiétudes provoquées par l'inflation et le resserrement de la politique des banques centrales. Finalement, rien de nouveau sur les marchés, mais les investisseurs s'alarment de plus en plus sur les conséquences que pourrait avoir une politique monétaire trop stricte pour les mois à venir, notamment avec un risque de ralentissement économique mondial qui pourrait plonger derrière l'économie dans un cycle de récession. Maintenant, euh, reflétons aussi les craintes pour la demande de pétrole et le rythme de l'activité mondiale avec les restrictions sanitaires anti-Covid à Pékin. Hier, les valeurs énergétiques et les cours du brut ont aussi bien plongé. Effectivement, on a quand même perdu plus de 6%. L'indice VIX que j'évoquais avec vous justement hier dans la partie macro, l'indice de la peur qui mesure la volatilité du marché, a grimpé à près de 35%, soit son niveau quand même le plus élevé depuis 2 mois maintenant. Donc je vous disais hier, 35% c'est un peu un niveau clé. Si on commence à déborder un peu trop au-dessus des 35 voire même 40%, là, généralement le marché rentre dans un territoire d'extrême peur et il pourrait derrière perdre pied et la baisse pourrait s'accélérer. Bon, pour l'instant, ça tient, je trouve. On n'a pas non plus enfoncé des gros niveaux de support clés sur les indices, que ce soit sur le S&P, le Dow Jones, c'est un peu borderline. En Europe, pour l'instant, ça tient. Le Nasdaq, on est sur le fil du rasoir. Bon, faut des catalyseurs haussiers maintenant pour les prochains jours. Et à mon avis, euh, on aura potentiellement un catalyseur encourageant si les données concernant les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril sont rassurantes. Euh, pour rappel, le consensus attend des chiffres, un pic de l'inflation en tout cas. Actuellement, on a 8,5% d'inflation aux États-Unis et le consensus table sur 8,1%. Donc effectivement, si pic de l'inflation, bol d'air derrière pour les marchés et on pourrait reprendre un peu des couleurs. Maintenant, ce matin, globalement, on assiste un peu, je trouve, à une séance timide. On repart de l'avant après être tombé la veille. Euh, la perspective d'un rebond un peu en fin de séance à Wall Street favorise, et surtout durant la séance asiatique, favorise des achats à bon compte, même si finalement les craintes liées à la hausse des taux d'intérêt et au ralentissement de la croissance mondiale continuent de préoccuper les investisseurs. Donc ce matin, on a un rebond assez timide, je trouve. Voilà pourquoi je préfère parler de rebond technique plutôt que de début de reprise haussière. Pour entamer, selon moi, une reprise haussière, il nous faut des catalyseurs haussiers. Et pour le moment, ces catalyseurs manquent à l'appel. Pour l'heure, la hausse des taux décidée la semaine dernière en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni sont loin d'avoir apaisé les craintes liées à l'inflation et alimentent en revanche celles d'une contraction de l'activité et donc d'une dégradation derrière des perspectives de bénéfices des sociétés. Donc voilà un peu l'ambiance qu'on a actuellement sur les marchés et euh,
une absence de catalyseur haussier qui pourrait permettre au marché de reprendre un peu des couleurs derrière. En plus de ça, la situation sanitaire en Chine qui perturbe les chaînes d'approvisionnement fait craindre une baisse marquée de la demande et cela aussi pèse sur la tendance. Maintenant, je vois mal les investisseurs prendre des risques juste avant la publication mercredi du chiffre de l'inflation aux États-Unis pour avril. Donc là, pareil, on a des investisseurs toujours nerveux. Euh, je lis un peu tout et son contraire depuis quelques jours sur les chiffres à venir. Certains estiment qu'on va rester au-delà des 8%, d'autres que le pic de l'inflation n'est pas atteint. Au contraire, les plus optimistes estiment que le pic de l'inflation va être atteint. Bref, il y a des vents contraires sur les statistiques à venir et donc, comme je vous le disais, à mon avis, il va falloir limiter la prise de risque avant la publication de ces données. Mais effectivement, si pic de l'inflation est atteint pour le mois d'avril, à mon avis, voilà, on aura un creux de marché derrière, peut-être à court terme, mais en tout cas, ça va véritablement permettre au marché de reconstruire une reprise haussière pérenne pour les prochains jours. Maintenant, dans la partie macro, effectivement, quand on voit ici les prévisions concernant les hausses de taux à venir, vous comprenez pourquoi les marchés dérapent. Actuellement, on est ici, sur une fourchette aux alentours de 1% pour les taux directeurs de la Fed. Et nous avons les anciennes prévisions de Goldman Sachs, les nouvelles prévisions de Goldman Sachs et actuellement ce que price le marché, à savoir les Fed Funds. Donc on n'a même pas fait la moitié du chemin que les marchés déjà commencent à perdre pied. Goldman Sachs estime que d'ici la fin de l'année, la Fed aura remonté son taux directeur aux alentours de 2,5%. Bon, j'ai un peu du mal avec ce scénario. Quand je vois justement qu'on a fait à peine la moitié du chemin et qu'on a déjà des marchés qui commencent à perdre pied, comme je vous le disais, pour moi, la Fed veut se laisser du temps. Jouer la montre et voir si pic de l'inflation atteint peut-être demain ou dans les prochaines semaines, pour justement éviter d'aller dans cette feuille de route. Actuellement, c'est la feuille de route du marché. Là, on a fait 50 points de base. Le marché anticipe 50 points de base encore, certains même 75, mais globalement, la majorité, c'est 50 points de base pour le mois de juin, 50 points de base pour le mois de juillet, et ensuite 25-25. Ça me paraît compliqué. En tout cas, je ne pense pas que le marché ait les reins suffisamment solides, très clairement, notamment si on a une baisse des liquidités derrière, pour encaisser de telles hausses de taux. Bien évidemment, 50 points de base, on va opter pour ce scénario-là au mois de juin, mais rien n'est certain pour les 50 points de base au mois de juillet. On peut très bien faire une pause ou augmenter seulement de 25 points de base. Voilà. Et pareil, concernant les 2,5% d'ici la fin de l'année, c'est vraiment le scénario très agressif actuellement que price les marchés. Si finalement l'inflation retombe assez bien même au cours des prochains mois, que le conflit en Ukraine trouve une solution diplomatique derrière et que ça se tasse un peu, eh bien la Fed ne sera pas obligée de se montrer aussi agressive. Auquel cas, ça invaliderait complètement le scénario un peu, je n'ai pas envie de dire catastrophique, mais assez agressif qu'anticipent les marchés. Et finalement, si la Fed n'est pas dans l'obligation d'augmenter, de procéder à plusieurs hausses de taux jusqu'à arriver à 2,5%, si derrière on fait juste une réduction du bilan et qu'on se retrouve à 1,5 voire 2%, eh bien le marché verra cela comme des signes encourageants pour la suite et devrait derrière repartir plus sereinement. Ici nous avons les scénarios à venir
Concernant le S&P 500, donc je suis toujours amusé de voir un peu tout et son contraire concernant les prévisions de Goldman Sachs. Effectivement, ils ont la fâcheuse habitude d'être un peu une girouette sur leurs prévisions de marché. En tout cas, Goldman Sachs estime qu'on a un creux de marché, très clairement. Euh, il ne prévoit pas de nouvelles jambes de baisse sur le S&P 500 et table même sur un S&P à 4700 points. Bon, pour moi, ça colle pas vraiment avec les perspectives de hausse de taux qu'ils ont là, étant donné qu'ils se montrent quand même assez agressifs sur les perspectives à venir. Et quand on voit que le marché a fait à peine la moitié du chemin et a déjà perdu 15% pour le S&P et 25% pour le Nasdaq, je vois mal comment le S&P 500 pourrait terminer l'année à 4700 points si on se trouve ici à la fin de l'année concernant les hausses de taux directeurs à venir. Bon, pour moi, ça n'a pas de sens, très clairement. Le marché pourrait rebondir, comme je vous le disais. Je n'exclus pas une baisse un peu plus profonde. Là, je m'attends très clairement à court terme à un rebond à venir sur les marchés. Je n'exclus pas à moyen long terme une baisse plus profonde, mais je ne suis pas dans un scénario de grosse correction, voire de bear market de moyen long terme qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, ça c'est mon scénario à moi personnellement. Après, revenir sur les 4700 points, ça me semble un peu ambitieux aussi. Je pense que le marché pourrait continuer à corriger, peut-être rebondir à court terme, retomber un peu, se stabiliser, reprendre de la hauteur et puis finalement consolider dans un gros range. Mais là, ce serait presque revenir sur les précédents niveaux. Et vu le contexte, vu la baisse, vu les craintes justement qui sont liées au resserrement monétaire, ça me paraît compromis. En tout cas, je trouve que le scénario de Goldman Sachs ne colle pas avec ses perspectives concernant la hausse des taux. Effectivement, si la Fed derrière revoit sa feuille de route, revoit son calendrier et qu'elle n'est pas obligée de procéder à plusieurs hausses de taux de 50 points de base, effectivement, ce sera une très bonne nouvelle pour les marchés. Et derrière, peut-être qu'on pourrait retourner sur ces niveaux-là, même si ça me semble ambitieux. Mais là, au vu du contexte actuel et au vu de ce que price les marchés, j'ai du mal avec ce scénario à 4700 points avec des taux directeurs à 2,5% d'ici la fin de l'année. Concernant la partie technique, bon, globalement, ça manque de visibilité, je trouve, sur le marché. Que ce soit sur le Forex, que ce soit sur les indices, je pense qu'il va falloir s'attacher les mains encore quelques heures, quelques jours, dans l'attente en fait des chiffres sur l'inflation américaine. Comme je vous le disais, je vois mal les opérateurs prendre des risques avant une statistique clé tant attendue. Voilà, là c'est mon opinion là-dessus. Ce matin, pour moi, c'est un rebond technique. Il n'y a pas de flux. Vous voyez, on a fait un gap et depuis, plus rien. Donc, il n'y a pas un relais derrière, il n'y a pas un flux acheteur. C'est un rebond technique suite au rebond un peu qu'on a eu durant la nuit sur les places asiatiques. Bon, je vous disais que si on cassait ce niveau, il y avait une probabilité d'aller chercher le gap. Le gap laissé ouvert vers les 6000 points. Bon, sur les futurs, hier, on est quand même descendu bien bas. Je dirais que cet objectif a quasiment été atteint. Donc pour celles et ceux qui étaient vendeurs, j'espère que vous avez quand même pensé à prendre des bénéfices, car on n'a peut-être pas atteint ce niveau sur le cash. Mais en tout cas, après la clôture à 17h30, la baisse s'est nettement accélérée avant d'avoir un énorme contre-pied. Donc là, pour l'instant, toujours neutre. Finalement, sur le cash, la zone tient, les niveaux de support sont préservés. Pour autant, est-ce que j'ai envie d'être acheteur? Pas spécialement. On est sur un beau niveau, effectivement, mais je pense qu'il va falloir revenir un peu plus tard sur les indices et attendre les données de l'inflation publiées à 14h30 demain.
Voilà, pour moi la zone a tenu, on a fait un excès baissier, gap, réintégration. Et en données 4 heures, pour l'instant, il n'y a pas de bougie de retournement, il n'y a pas de divergence haussière. Et en données horaires, on se stabilise. Voilà. Hier, entre-temps, on n'a absolument pas eu de signal de retournement sur ce bas de zone. Donc, pas de plan, aucun plan s'est déclenché. Là, je note une petite divergence haussière. Elle n'est pas bien grosse, qui a été validée ce matin. Bon, petite divergence, phase de stabilisation du marché. On peut commencer à entrevoir, à mon avis, un range à venir, un range de consolidation. Là, on a tenté de valider la divergence aussi ce matin, c'est fait. Bon, on reste quand même prisonnier sous les 6150 et pour moi, je verrais bien un range, voilà, à venir sur le CAC 40. Pour l'heure, pas envie de me mettre en risque avant les données sur l'inflation. Très clairement, je pense qu'on pourrait continuer à évoluer dans ce range. Pourquoi pas chercher des achats en bas, effectivement, sur signal pour viser la borne haute. Mais ici, bon, sans véritable signal technique, sans flux haussier, ça me paraît un peu léger. L'idéal pour moi, ce serait vraiment d'avoir une cassure des 6160 de ce niveau, après les données sur l'inflation, si elles sont bonnes, pour derrière jouer un rebond technique ou un début de reprise haussière. Là pour moi ce matin c'est purement rebond technique, il n'y a pas de relais. Derrière, si les données sur l'inflation sont bien accueillies, dans ce cas-là on pourra avoir un début de reprise haussière. Et donc chercher des achats avec un stop assez large pour viser une reprise haussière un peu plus conséquente. Mais pour l'heure, je pense que jusqu'à demain, il est préférable de s'attacher les mains, soit faire de l'intraday et revenir un peu plus tard pour mettre en place des plans swing sur l'ensemble des indices. Bon, là, même constat pour la divergence 15 minutes, qu'elle a été validée sur le rebond. Enfin, sur le rebond, sur le rebond qu'on a eu, sur le gap qui a été validé à l'ouverture ce matin. Et en données daily, bon, on est venu taper notre bas de zone. Mais pareil, ça me semble un peu timide. Vous voyez, gap haussier, zéro relais derrière. Je trouve le marché un peu frileux. Voilà. Et je pense que pour mettre en place un vrai plan, il faudra attendre les données sur l'inflation qui devraient donner derrière de la visibilité au marché. Et ça devrait guider aussi les investisseurs pour la suite. Là, pour l'heure, bon, on est venu taper notre grosse zone. J'ai pas non plus un gros signal de retournement. J'ai envie d'aller voir quand même les futurs sur le DAX. Bon, ok, ici on a quand même eu un beau pattern en données 4 heures. Étoile du matin doji. Donc effectivement, on a un signal technique haussier qui s'est mis en place sur les futurs. Quasiment sur le bas du canal. Si je triche un peu en essayant de prendre cette mèche, effectivement, bon. En tout cas, pas envie d'être baissier, ça c'est sûr. Pour l'instant, pour moi, là j'estime qu'on a eu durant la nuit, vous voyez, là on a fait le gap baissier, longue mèche basse, chandelier, bon, étoile du matin doji. Peut-être un début de reprise, un peu plus d'indications très clairement sur les futurs et divergence haussière validée en plus derrière. Donc là, pour l'heure, peut-être que certains l'ont vu sur les futurs, ce qui ressemble plus au CFD très clairement. Mais là, effectivement, ce matin, vous voyez, la divergence, elle a été validée durant la nuit, donc durant la séance asiatique. À mon avis, beaucoup dormaient à cette heure-là, mais bon, bel avalement haussier, étoile du matin doji, étoile doji du matin en données 4 heures. Et là, on reprend de la hauteur. Bon, on valide la divergence, il faudrait mettre un stop ici, ça me paraît un peu large. Mais les gros niveaux de support tiennent et je pense qu'à la moindre bonne nouvelle, on pourrait de nouveau accélérer. Donc là, l'idéal, ce serait vraiment de breaker les 13 600 points pour aller chercher 13 800. En tout cas, je n'ai pas envie d'être baissier pour l'instant. J'estime que les gros niveaux de support tiennent
Et tant qu'on n'a pas d'incursion sous ces niveaux de support, eh bien, les acheteurs peuvent encore se manifester. Concernant le Dow Jones, je suis un peu tiraillé. Là aussi, je me vois mal mettre en place un plan baissier. Oui, la borne basse du range est en train de céder. Oui, il y a de la place pour accélérer en direction de la borne basse de ce canal. Mais comme je vous le disais, un rebond pourrait très bien se mettre en place demain si les données ne sont pas si mauvaises que ça. Maintenant, effectivement, si on affine en données daily, le bas de range a cédé. Donc, on a même enfoncé le support qui était juste ici. Bon, le prochain niveau à aller chercher, logiquement, ce serait 31 000, 32 000, voire la borne basse du canal. Donc, compléter cette nouvelle jambe de basse pour venir prendre appui sur un niveau technique clé. Bon, ce matin, on a quand même un gap haussier, enfin, on est en hausse sur les futurs. Il va falloir surveiller ce niveau, en fait, tout simplement surveiller ce niveau de range pour être capable de déterminer si ici on a eu un bear trap. Auquel cas, si c'est un bear trap et qu'on a une réintégration du range d'ici demain, à mon avis, il faudra plutôt chercher des achats. Si au contraire c'est simplement un pullback et que durant la séance, entre aujourd'hui et demain, on a des signaux de retournement ici, auquel cas, et bien dans ce cas-là, il faudra mettre en place une stratégie baissière avec un stop loss au-dessus et venir viser en TP1 le niveau de support ici et en TP2 la borne basse du canal. Voilà le plan que j'ai sur le Dow Jones. Savoir si on est dans un bear trap, donc surveiller la réintégration, ou dans une cassure, dans une rupture baissière. Voilà. Auquel cas, pullback actuellement et donc nouvelle jambe de baisse à venir. Effectivement, si on regarde les futurs, pour l'instant, on est sur un pullback. On est sur un pullback. On a quand même eu une belle sortie de range par le bas. En données 4 heures, voilà, on a notre range ici. On a notre pullback. Donc là, surveiller à l'ouverture à 15h30, voir comment les opérateurs vont réagir. Est-ce que hier on s'est fait une grosse frayeur ou est-ce que c'est le début d'une correction un peu plus profonde? Auquel cas, notre pivot clé pour la séance, c'est ce niveau. Si c'est repris par les acheteurs, on part du principe qu'on a potentiellement un bull trap, une réintégration du range de long terme. Vous voyez ici, si on prend les mèches, effectivement, c'est limite. Mais j'aimerais bien qu'on réintègre ce niveau. Auquel cas, les acheteurs reprendraient la main et on pourrait aller chercher la MM50 en TP1. Et pourquoi pas un peu plus haut si derrière on arrive. Mais si finalement, à l'ouverture, bon, gap haussier, pas de relais comme en Europe, et derrière ça cale, pourquoi pas tenter des ventes proches de ce niveau. Et bien évidemment, très vite protéger le trade, étant donné que je vois mal les marchés nous faire de grandes amplitudes avant les données sur l'inflation. À mon avis, on aura véritablement un flux directionnel après les données sur l'inflation qui seront publiées demain. Donc là, pour moi, plutôt des plans intraday potentiellement swing si on a une marge de manœuvre, mais l'idéal, c'est quand même de voir l'interprétation des marchés, comment les marchés vont digérer les chiffres de l'inflation demain à 14h30. En tout cas, on devrait avoir derrière de jolis mouvements directionnels dans lesquels on pourra se positionner. L'euro-dollar, toujours dans son range, et très honnêtement, je n'ai pas très envie de m'exposer à l'euro-dollar, encore une fois, avant les données sur l'inflation. Là, tout ce qui est USD-Yen, GBP-USD, euro-dollar, bon, je les passe en revue d'habitude. Là, je pense que ça va être assez court sur le Forex. Je pense que c'est délicat de se positionner sur des paires
exposés au dollar juste avant les données sur l'inflation, encore une fois. Vous voyez, il se passe strictement rien sur cette paire, dans l'attente du prochain catalyseur, et il aura lieu demain. Donc là, difficile pour moi de mettre en place un plan swing. On a un range, si ça casse par le haut, pourquoi pas tenter des achats, si ça casse par le bas, tenter des ventes. Mais pour l'heure, pas envie de me mettre en difficulté, trader pour trader, proposer un plan pour au final devoir déboucler comme ce fut le cas l'autre fois avec la Fed. Vous voyez, on avait tenté quelque chose, ça rebondit après la Fed, un achat, on avait dû déboucler et là j'ai peur qu'on retombe dans le même scénario. Donc je reste à l'écart des paires euh, qui sont exposées au dollar juste avant les données américaines qui doivent tomber demain. Voilà, pour ma part, c'est plus du. On va pas être dans un bon trading. Il vaut mieux chercher des paires directionnelles en ce moment et qui ne sont pas corrélées au dollar. Voilà, l'euro NZD, on a du flux. Faut laisser tomber le GBP USD, GBP USD, euro USD, mais plutôt aller sur des paires directionnelles où il y a du flux qui ne vont pas être impactés par les politiques monétaires ou par des données clés sur l'inflation. Et ici, même système, malheureusement. Voilà, on a du flux, surveillez un peu les cassures Tenkan Kijun que vous pouvez avoir ici et chercher justement des setups, mais plutôt aller sur des paires où on a du flux. Là, euro-dollar, pour moi, il n'y a strictement rien à faire. GBP USD, on a une divergence. En revanche, on a des paires directionnelles vraiment. C'est juste à titre d'exemple, vous voyez ici, des paires directionnelles bien baissières. NZD, USD, cassure Tenkan Kijun ici, on l'a eu ici aussi. Bon, malheureusement, je n'étais pas sur le coup à ce moment-là. Mais je pense que dans ce marché qui est un peu compliqué, parfois même piégeux, il faut aller là où il y a du flux, là où il y a de l'action. En gros, la revue de marché sur les forex, c'est essentiellement ça le tips à avoir, c'est d'aller sur des paires directionnelles en ce moment. Vous voyez, où ça chute bien comme il faut, où ça monte, on a pareil, l'USD CHF, encore une fois, vous voyez, gros mouvement directionnel, des mouvements de flux haussiers assez importants, et chercher justement un peu toutes les cassures, ici en données horaires, 4 heures, cassures Tenkan Kijun qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà des plans qu'il faut savoir guetter sur le Forex. L'indicateur Ishimoku est un indicateur de tendance, et donc quand on a des grosses tendances qui sont en train de se construire comme ici, eh bien, utiliser l'indicateur pour déceler des setups qui suggèrent une poursuite de la hausse X fois. Et donc là, pour le Forex, les grosses paires s'endorment, je trouve, alors que certaines paires un peu plus exotiques, j'ai envie de dire, proposent vraiment du flux, de l'action, et c'est sur ces paires-là qu'il faut aller en ce moment. Le but, c'est de vous donner des idées de trading, des plans, et ne pas rester collé forcément à une paire, même s'il se passe absolument rien. Voilà, il faut être flexible en trading et toujours aller là où il y a de l'action. Le gold, c'est pareil. Je garde mon plan à la hausse, même s'il commence, on va pas se mentir, à s'effriter un petit peu. Effectivement, j'estimais qu'on avait eu un beau chandelier. Bon, la hausse des taux a fait franchement mal au gold en l'espace de 3-4 séances. On était à 3% ici, on est monté à 3,14. C'est retombé depuis. On a une accalmie, mais il faudrait qu'on repasse vraiment sous le seuil des 3%. Donc là, je garde ce plan. Si vous voulez mon avis, moi je reste optimiste. J'ai envie d'être optimiste pour la suite de toute façon, même pour l'avenir ou la conjoncture économique à venir. Et je pense qu'un pic de l'inflation pourrait être atteint au mois d'avril. Par conséquent, si ce pic est atteint, forcément on va avoir une accalmie sur les taux. Ça va se détendre et ça pourrait permettre enfin au gold de revenir sur le devant de la scène.
Pour l'heure, pour les traders, on est dans un range 4 heures. Donc là, effectivement, j'aimais bien le setup qu'on a eu durant la nuit. On a eu une belle bougie. Bon, si on est dans un range, c'est achat en bas, vente en haut. Seul élément ici, intéressant. Pour ma part, on est toujours dans ce plan avec le stop loss sous les 1845, sous le bas de la zone. Maintenant, dans l'attente du marché, du prochain flux à venir, je garde ce biais haussier toujours car j'estime que l'or résiste plutôt bien malgré la hausse sans faille des rendements obligataires. L'once d'or reste positif, le bitcoin chute, les cryptos plongent, l'or résiste plutôt bien donc, et on est de toute façon toujours dans une dynamique haussière à moyen long terme. Voilà. Le seul petit hic, ce serait qu'on fasse un excès baissier, qu'on vienne taper mon stop juste pour venir prendre appui sur la MM200 avant de repartir. Mais pour l'heure, pour moi, on est dans une tendance primaire haussière, une tendance secondaire qui était baissière, phase de consolidation. Et là, depuis le début de l'année, on a un début de reprise haussière. Donc là, effectivement, cette phase-là, ça a été la hausse du dollar et les rendements obligataires. Mais comme je vous le disais, si pic de l'inflation et accalmie, l'once d'or pourrait repartir de plus belle. Et potentiellement, en données 4 heures, nous valider un double creux. Si ce double creux est validé, derrière, l'objectif, de toute façon, c'est d'aller chercher la borne haute de notre biseau. Donc voilà le plan, voilà le cadrage, il n'a pas changé et on fera surtout le point jeudi matin après les données sur l'inflation américaine. Le Brent, voilà, je pense qu'il faut déboucler la position. Très honnêtement, je vous le disais hier, j'aurais dû, peut-être que certains l'ont fait, mais j'aurais dû peut-être plus insister sur le fait que la bougie n'était pas belle. C'était une de mes craintes. Bon, entre-temps, hier, on était sur la MM50 et la Tenkan. Je vous disais qu'effectivement, si on n'a pas d'incursion sous ces niveaux, on peut venir juste prendre appui et repartir. Peut-être que certains ont débouclé en voyant hier la chute et la sortie par le bas du canal 4 heures, ici. Ils se sont dit, bon, là effectivement, la baisse est violente, peut-être que d'autres ont réussi à déboucler par ici, sur le rebond technique ce matin, mais on a clairement une dégradation de la tendance et on confirme les craintes que j'avais hier avec l'avalement baissier. Voilà, là on a eu un violent avalement baissier. On aurait eu un retour sur cette zone, mais avec plusieurs bougies sous la forme d'un pullback. J'aurais gardé le plan tel quel. Là, le fait que on réintègre avec un avalement baissier une bougie flux directionnelle, on perd quasiment 6%, ça sent le piège. Ça sent le piège et ça sent l'invalidation de ce triangle. Par conséquent, je n'ai pas envie de rester en mode espoir. Et voilà, mais mon donné 4 heures, je trouve que ça s'est dégradé. Le stop loss était placé ici. Peut-être que certains ont pu déboucler un peu plus haut et donc tant mieux, ce qui permet de limiter en tout cas la perte. Mais là, j'ai pas envie d'attendre et je pense qu'il faut déboucler cette position. Voilà. On a des signaux qui ne vont pas dans notre sens, en tout cas en données daily. Ça se conforte en plus d'un point de vue macro, sur les fondamentaux, notamment avec les confinements à Pékin, enfin pas à Pékin, à Shanghai, mais en Chine, qui font craindre un ralentissement de la demande. Par conséquent, derrière, le pétrole chute. Donc là, les fondamentaux et le technique se rejoignent et je trouve que ça se dégrade et par conséquent, j'ai pas envie de rester en mode espoir en disant le marché va rebondir. Non, le marché nous a envoyé des signaux clairs hier, cassure de canal, avalement baissier. Voilà, il ne faut pas rester en mode espoir et savoir déboucler sa position pour limiter les dégâts. Le light, c'est pareil. Voilà. Ça retombe complètement. Invalidation du plan pour moi.
et retour à la case départ. Et donc potentiellement un range à venir, comme sur le Brent. Là, je pense qu'on va partir dans un faux triangle. Chandelier baissier. Et pourquoi pas peut-être adapter, mais un range. En quel cas, presque envie d'être baissier sur le pétrole et d'aller chercher un peu plus bas. Voilà. Donc pour l'heure sur le pétrole, bon, je reste à l'écart, mais effectivement presque envie de faire un rétro trading et de mettre en place un plan baissier, seulement qu'on a déjà bien chuté, 6%, ça fait un stop loss assez large. Donc le ratio n'est pas top, mais au vu de cet avalement, voilà, je reste à l'écart et je ne serais pas surpris qu'on ait une baisse plus profonde dans les prochains jours. Les cryptos. Sur le fil du rasoir. Voilà. Les 30 000 ont été atteints. C'est fait. Retour sur la borne basse. Voilà, j'ai clairement pas besoin de l'Ishimoku, de toute façon. On va l'enlever, mais hop. Voilà. La fameuse zone psychologique, les 30 000 $ qui ont été défendus bec et ongle durant toute la période de mai à juin avant de relancer la dynamique. Deux écoles se confrontent actuellement sur le BTC. La première estime que le BTC consolide au sein d'une tendance haussière et que nous avons ici une phase de consolidation mais d'accumulation à long terme qui se traduira derrière par une nouvelle jambe de hausse, une sortie par le haut, et donc derrière, si on reporte l'objectif de ce range d'accumulation, ça nous donnerait les 100 000 $. C'est le scénario optimiste. Le scénario plutôt pessimiste, c'est qu'au contraire, nous ne sommes pas dans une phase d'accumulation, mais une phase de distribution. Et que le BTC va casser par le bas, aller chercher le gap laissé ouvert sur les CME, la MM 200, et va même retomber à 10 000 $. Donc voilà, les deux écoles actuellement qui se livrent une bataille pour savoir où va aller le BTC dans les prochains mois et même les prochaines semaines. Bon. Techniquement, on est sur notre range. Pour moi, le pire n'est pas certain, toujours, tant que je n'ai pas une incursion. Effectivement, j'ai évoqué avec vous le gap CME à 25. Moi, j'ai un scénario en tête qui est celui de sortir tout le monde, de faire l'ultime frayeur avant de repartir. Voilà. Je trouve peut-être ce scénario de trading range un peu simple. Ce scénario où on va aller à 10K ultra pessimiste. Par contre, un scénario de piège où on tape les 25K, on va combler le gap CME, on fait peur à tout le monde, on chasse les stops, c'est la fin du monde, on valide le double top, puis finalement derrière, on réintègre et on repart. Moi, je serais plutôt dans ce scénario-là. En tout cas, si on casse les 30K, c'est mon scénario. C'est pas de dire le BTC va à 10K, 15K, c'est terminé. C'est non, il y a des niveaux techniques clés à surveiller. On peut faire une ultime frayeur, sortir tout le monde, liquider les stops, venir prendre de la liquidité avant de repartir. Voilà le scénario que j'ai, à moyen long terme. Maintenant, en données daily, pareil, c'est un rebond technique. Je trouve que c'est fragile. Je ne mettrai pas en place un plan de trading maintenant. On est sur un très beau niveau. Peut-être que certains ont tenté de payer sur touchette. Je peux le comprendre. Mais même constat. La corrélation maintenant atteint des niveaux records avec le Nasdaq, plus 0,8. On verra les données sur l'inflation. Si accalmie sur les taux. Si les données sont encourageantes, ça fait beaucoup de si. Mais c'est les conditions nécessaires pour que le BTC reprenne de la hauteur derrière. Donc même constat que sur les indices, il faut que les données sur l'inflation soient bonnes, qu'on ait une détente sur les taux, et derrière le BTC pourra reprendre de la hauteur. Tout simplement car le BTC actuellement, c'est du Nasdaq. Voilà. Donc là pour moi c'est un rebond technique. Trop tôt pour dire c'est bon, ça a tenu, ça va repartir.
mais trop tôt aussi pour dire, pour affirmer, ça va casser, on va aller à 30K. Voilà. Pour l'instant, on a des beaux niveaux, ça tient, euh, mais pas de précipitation jusqu'à mercredi sur le BTC. On peut très bien retomber, faire une petite frayeur, puis finalement repartir. Voilà. Mais effectivement, on a un très beau niveau, et pour moi, je serais plus intéressé, bien évidemment, pour chercher des achats plutôt que des ventes, tant que mon niveau à 30 000 n'a pas cédé sous la pression vendeuse. Donc voilà les grandes lignes sur le BTC, et ce sont quasiment les mêmes sur l'Ethereum. Mais l'Ethereum, lui, j'ai hâte de voir la clôture hebdomadaire, surtout si on fait une grosse mèche basse et qu'on réintègre ici les 2545. Étant donné que c'est surtout notre plaquette jaune. Donc là, l'Ethereum est quand même plus sexy que le BTC. Et deuxième élément, c'est qu'il a quand même réussi à reconquérir, en tout cas, il tente de préserver son niveau de support ici. Donc là, pareil, finalement, sentiment de bear trap. Bear trap, cassure, on liquide les stops, et finalement, là, aujourd'hui, on réintègre. Ce qui fait qu'on pourrait avoir un range. Mais pareil, pour l'instant, pour moi, on est sur un rebond technique. Et là, j'ai bien envie de partir dans un range ici avec un excès baissier. Alors, on a eu un gros excès baissier hier. On a cassé la zone de polarité. Finalement, c'est repris ce matin. Ça tient. Si on clôture comme ça, à mon avis, range technique à prévoir sur l'Ethereum. Encore une fois, je me positionnerai pas dessus, étant donné que actuellement, le risque pour les cryptos, c'est d'avoir une accélération baissière sur le Nasdaq. Et l'accélération baissière du Nasdaq dépendra des données à venir sur l'inflation américaine mercredi. Donc, encore une fois, pour moi, je reste à l'écart. Les niveaux de support tiennent, potentiellement un gros range de consolidation à venir. Si les opérateurs saluent les chiffres mercredi, pourquoi pas revenir doucement à l'achat sur les crypto-monnaies. Sinon, encore une fois, on attendra plus tard. Mais là, sur l'Ethereum, très clairement, j'estime que voilà, le pire n'est pas certain. L'environnement, bien entendu, n'est pas top. La conjoncture elle-même se dégrade. Bien évidemment, je vois les signaux baissiers qui se mettent en place. Mais peut-être un excès de pessimisme de la part des opérateurs, comme toujours. Donc pour ma part, voilà, les niveaux clés, les zones, ça tient. Si on casse les plus bas, effectivement, on attendra le seuil clé des 2000 $. Maintenant, tous les regards sont braqués, encore une fois, vers les données de l'inflation américaine mercredi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents sur les marchés, surveillez votre exposition, très important. Pas d'overtrading comme d'habitude, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.